Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, c'est une journée de mobilisation, journée de grève, journée de contestation de la réforme des retraites que le gouvernement veut mettre en place. Vous intervenez évidemment 0826 300 300. N'hésitez pas. Alors, il y a eu déjà beaucoup de manifestations, Toulouse, Marseille, dans les grandes villes. Alors à Marseille, justement, comment ça se passe? Nous allons tout de suite rejoindre en direct Lionel Maillet, qui est notre correspondant à Marseille, correspondant Sud Radio. Lionel, comment ça se passe à Marseille ? Écoutez, c'est toujours en cours, Jean-Jacques. Ça se passe dans le calme et sous le soleil avec un vent à glacer les manifestants. Il y a énormément de monde. Alors, pas encore d'estimation de la préfecture, mais pour avoir fait plusieurs manifestations à Marseille ces derniers temps, je peux vous dire qu'il y a au moins peut-être 100 000 personnes dans les rues de Marseille en ce moment. Ce sont deux cortèges différents, l'un mené par la CGT, l'autre par Force Ouvrière, qui ont convergé des réformés vers le cours Lyoto et qui se dirigent actuellement vers la place Castellane. Énormément de monde, en tout cas, dans les rues de Marseille. Ouais. Bien, merci Lionel Maillet. En région parisienne, en Ile-de-France, les trafics des métros, RER, trains de banlieue, très perturbés ce jeudi. Il y a de nombreuses lignes fermées, mais aucun incident majeur. Beaucoup de franciliens ont opté pour le télétravail et ont laissé les routes et les transports, les rares transports qui circulent, ont laissé ces routes et ces transports à ceux ou celles qui sont obligés d'aller travailler, qui ne peuvent pas faire de télétravail. Alors justement, Félix Mathieu, qui dit grève, dit perturbation dans beaucoup de secteurs, notamment donc les transports, et certains nous ressortent le débat sur le service minimum. Oui, à commencer par la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse. Elle en appelle à repréciser la loi de 2007 sur ce service minimum qui n'est pas assuré aujourd'hui. Réalité inacceptable selon Valérie Pécresse. Cette loi de 2007 n'assure pas en réalité une obligation en nombre de trains. Elle ne fait qu'obliger les grévistes à se déclarer avec 48 heures d'avance, mais pas de réquisition de personnel. Par exemple, les opérateurs sont seulement tenus d'établir des plans de transport pour rendre en fait le trafic un minimum prévisible à l'avance. Par convention, certains peuvent s'engager à plus. Par exemple, Île-de-France Mobilité est censée, en théorie, garantir 50% du trafic aux heures de pointe. Promesse difficile à tenir, comme en témoigne l'agacement de Valérie Pécresse. Et elle n'est pas la seule à relancer ce débat. La présidente des députés macronistes, Aurore Berger, évoque l'idée de faire évoluer la loi si les blocages le nécessitaient. Le président aussi des sénateurs LR en appelle lui aussi à permettre des réquisitions de personnel. Pour le moment, seuls de rares secteurs comme la sécurité aérienne ou l'hôpital ont des obligations de service minimum. Dans les écoles, les communes peuvent faire appel à des employés municipaux pour assurer l'accueil des élèves si trop d'enseignants se trouvent absents. Oui, en Italie, il est interdit de faire grève dans les périodes de fort trafic dans les transports. Il est 12h09. Florence est à Toulouse. Bonjour Florence. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour Florence, que vouliez-vous dire? Je vous téléphone parce que je trouve ce gouvernement complètement inconséquent. On a affaire à des commerciaux, quoi. C'est des annonces. On met une réforme des retraites, on l'a fait partir en plus de septembre 1961, les premiers concernés. On ne se demande pas s'il y a des gens dans les tuyaux. Alors dans les tuyaux, ça veut dire des gens licenciés économiquement, qui ont pris des plans d'entreprise, qui se retrouvent donc quelque temps au chômage, puis tombent dans le registre de la retraite. Sauf que, comme c'est dans les tuyaux, et tout ça c'est fini, ces gens-là vont tomber au RSA. Donc 3 mois, 6 mois, 9 mois. Donc on met des gens au RSA délibérément là. Des gens qui ont travaillé toute leur vie. Il n'y a pas de question d'annuité, il n'y a rien. La question se pose. Moi, je trouve des choses, mais on fait de la com. On dit c'est bon. Vous vouliez réagir sur les pensions, le montant des pensions. Oui, parce que ça a des conséquences, vous imaginez. Ça va tout le problème... Et les gens peuvent rien faire, là. On parle des gens qui ont 61 ans. 1961, ce sont des gens qui font 62 ans cette année. On parle de 62, c'est des gens qui le feront dans quelques mois. Donc, vous imaginez l'impact que ça a aussi. Donc, les seniors, c'est bien mignon de vouloir les mettre au travail, mais il y a des gens qui sont dans des tuyaux. On ne peut plus rien faire. Ces gens-là, comment on fait? Non, de la com, oui, ok.
Ben, merci Florence, merci. Il est 12h11 minutes. Vous appelez 0826 300. 300, vous le savez, vous avez l'habitude ici d'entrer par la porte et de venir témoigner. Vous n'hésitez pas. Emmanuel Dupuis sera avec nous dans un instant. Il est consultant dans le domaine défense et sécurité armement. Nous avons beaucoup parlé de l'armement lourd. Doit-on livrer de l'armement lourd à l'armée ukrainienne? C'est la question qui sera posée. D'ailleurs, demain, je ferai le débat. J'organiserai le débat entre 11h et midi. Ce sera très intéressant. Vous verrez avec nos invités. En attendant, Emmanuel Dupuis est là, consultant dans le domaine défense et sécurité et armement, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. À tout de suite. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien. Pour savoir et comprendre sur Sud Radio, nous invitons évidemment des experts, des spécialistes, des questions que nous abordons, des questions d'actualité. Il y en a une qui sera au cœur de l'actualité demain. Pourquoi demain? Parce que demain, il y a une réunion du groupe de contact pour l'Ukraine et qui va réfléchir. C'est un groupe de contact qui réunit 50 pays qui va réfléchir sur la livraison ou pas d'armes plus lourdes et plus modernes à l'Ukraine, à l'armée ukrainienne. Volodymyr Zelensky demande des armes plus lourdes et plus modernes. Alors, quelles armes plus lourdes et plus modernes? Pour parler de cela, Emmanuel Dupuis est avec nous, consultant dans le domaine défense, sécurité et armement, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, qui dit armes lourdes, dit quelle arme? Quelles sont les armes lourdes que les pays de ce groupe de contact pourraient livrer à l'Ukraine? Alors déjà, c'est une vieille demande, vous l'avez rappelé, le président Volodymyr Zelensky, depuis le début du conflit, a répété de manière insistante qu'il avait besoin d'armes dont les forces armées ukrainiennes ne disposaient pas. Des systèmes antiaériens. Et d'autant plus nécessaire qu'il y a une intensification des frappes. Notamment les systèmes de défense antiaériens Patriot que les Américains, les Polonais ont décidé de livrer. Et j'ai cru comprendre que la République tchèque réfléchissait aussi à livrer un troisième système. Donc ça va être validé à l'occasion de cette réunion à Ramstein. Il faut du temps pour que le système soit en marche? Alors il faut du temps pour qu'il arrive. Installé en marche? Il faut du temps pour qu'il arrive sur place. 8 semaines à peu près. Il faut du temps pour que les opérateurs soient formés. Un système Patriot, donc une batterie de missiles sol-air, 4 missiles sol-air, par batterie, c'est 90 personnes. Donc il faut former ces 90 personnes. Le président Joe Biden a dit qu'il allait ouvrir des bases sur le territoire américain, notamment une base qui s'appelle Fort Steele, qui est dans l'Oklahoma, si je ne m'abuse, je crois que c'est ça, où les militaires ukrainiens seront amenés à être formés. Donc il faudra du temps pour qu'ils soient formés. Mais il y a effectivement aussi d'autres bases de l'OTAN en territoire européen. Donc opérationnel, pas avant plusieurs semaines, quoi. Absolument. D'autant que les Américains ne sont pas les seuls à devoir livrer du matériel. Les Européens ne sont pas en reste. La France est sollicitée. Je crois d'ailleurs qu'Emmanuel Macron va en dire quelques mots à l'occasion de ses vœux aux armées demain sur la base 118 à Mont-de-Marsan. Qu'est-ce qu'on pourrait livrer comme arme lourde, nous? Je crois qu'il y a un armement que les Ukrainiens réclament. Je crois que Volodymyr Zelensky s'est fait insistant de ce point de vue. Ce sont nos chars lourds, nos chars Leclerc. Nous en disposons d'à peu près 200, 150 opérationnels, 150 à moderniser. Je ne dis pas qu'il faut tous les envoyer. Donc 300 en tout Non, 200 en tout. 150 et 50. 50 qui sont en cours de modélisation et 50 disponibles. Nous en avons déjà 12 en territoire roumain, donc tout proche de la frontière, sur une base donc à Sincu, pour protéger les Carpates. Alors, ils pourraient aller en Ukraine. Deux options. Soit une partie de ces 12 Leclerc sont livrés à l'Ukraine, soit nous en livrons d'autres. Après, la difficulté, tout comme d'autres matériels, c'est que les Leclerc ne sont plus en fabrication. Donc, Sébastien Lecornu, le ministre de la Défense, l'a rappelé lors de son déplacement à Kiev il y a à peu près un mois, en se posant la question de savoir si le Leclerc était vraiment le matériel dont les Ukrainiens ont vraiment besoin. Les pièces détachées sont plus difficiles à obtenir. Il faudra du temps pour former les pilotes de chars, alors que d'autres matériels dont il va être question à Ramstein, les Léopard 2 notamment, généralement des chars lourds de 60 tonnes à peu près, avec une vitesse de 70 km/h, un canon de 120 mm, avec des munitions estampillées OTAN, donc en nombre disponible considérable. Il y a 2000 chars Léopard dans 13 armées européennes. 3000 paraît-il. 3200 ont été construits.
Opérationnels, il y en a peut-être un peu moins. Il y en a peut-être un peu moins. Mais enfin, bon, il y en a 3000 qui ont été construits. Dispose de 2145 chars Léopard 2. Mais ils ne sont pas tous opérationnels. Et d'autres pays, et ces pays attendent d'ailleurs, la Finlande, la Lituanie, la Pologne, la Grande-Bretagne. La Suisse, le Danemark, la Grèce, l'Espagne. Ah oui. Il y a encore une fois 13 pays de l'OTAN. Ah oui. La Suisse n'est pas membre de l'OTAN qui utilisent ces léopards. Mais l'avantage des léopards, c'est qu'il y a un nombre considérable donc de pièces détachées. Oui, et donc une capacité logistique beaucoup plus aisée que pour les chars américains. Mais ils sont plus lourds même que le Leclerc. Ils sont un peu plus lourds que le Leclerc, mais ils ont à peu près les mêmes capacités. Ils peuvent tirer, par exemple, en roulant, ce qui est un avantage que aucun des chars sur le théâtre, les T-62, les T-72... Aujourd'hui ? Les chars russes ne peuvent pas tirer en roulant. Ils sont obligés de s'arrêter avant de tirer. Absolument. Donc nous avons cet avantage-là. Maintenant, plus mobiles donc. Ils sont plus mobiles, ils sont entre guillemets plus robustes et ils sont accessoirement plus modernes. Car les Russes ont un T-90, comme son nom l'indique, qui a été fabriqué dans les années 90. Ça ne veut pas dire qu'ils l'ont en nombre considérable. Ils en ont en petite quantité. Donc la question que vous m'avez posée à Ramstein, c'est l'intensification du nombre de matériel. Donc par centaines, là on parle de dizaines, il faudra des centaines de chars. Le chef d'état-major ukrainien a été très précis. Quand on lui a posé la question, il a répété il y a quelques jours à son homologue américain, pour la première fois qu'il rencontrait pour la première fois, Mark Milley, en disant c'est très simple. Pour recouvrer les territoires que j'ai perdus, les 125 000 km², les 16-18% du territoire, il me faut 300 chars, 300 véhicules blindés, la capacité de recomposer 15 à 20 brigades mécanisées et 70 000 à 80 000 hommes. Donc ça 70 000 à 80 000 hommes, c'est les Ukrainiens qui y pourvoient, c'est la mobilisation qui s'intensifie. Là où le général Zalwini a été plus précis en disant « je n'ai pas cette capacité d'avoir ces tanks », parce que je ne peux pas les fournir, je ne peux pas les construire. Donc c'est à vous de nous les fournir. Que je réclame ces tanks qui sont plus modernes que les tanks dont ils disposaient déjà. Pour vos auditeurs, il faut quand même rappeler que les deux armées se font face avec le même type de matériel. Le même type de pièces d'artillerie, le même type de véhicules blindés, le même type de chars. Donc il y a une forme d'interopérabilité. Gérard Zalwini est allé confirmer le fait que, ayant récupéré 420, il a été précis, 420 véhicules blindés à la Russie, ils les ont réutilisés contre la Russie. Mais ça ne suffit pas. Mais ça ne suffit pas. Alors un char Léopard, ça vaut 5 millions de dollars, à peu près. C'est ça. 5 millions de dollars, oui. C'est du matériel lourd et cher. C'est du matériel lourd et cher. C'est du matériel efficace. Efficace, mais qui pourrait être détruit. Ça aussi, ça rentre en ligne de compte. Parce que Berlin n'a pas donné son autorisation pour l'instant. Les pays qui disposent et qui sont prêts à fournir des chars Léopard à l'Ukraine, la Finlande, la Lituanie, la Pologne, par exemple, ont besoin de l'autorisation allemande. Ils ont besoin d'une autorisation non seulement allemande, mais ils ont besoin d'une autorisation du Parlement allemand. Ça participe justement de la Constitution. La loi fondamentale de 1949 précise que toute décision d'engagement militaire, ce n'est pas le chancelier qui a la main, mais le Parlement. Nous, en France, on n'a pas cette préoccupation. L'article 35 est utilisé seulement quand nous confirmons une opération extérieure, notamment l'opération Serval, l'opération Barkhane récemment. Alors, la question est plus simple en fait que on ne le pense. Il y a une majorité de parlementaires allemands qui sont prêts à livrer ces matériels. La difficulté vient du fait que les Allemands partent du principe que si nous livrons, s'ils autorisent, la livraison de Léopard, c'est pas eux qui vont livrer les Léopard 2. Non. Ils vont autoriser les pays limitrophes. Qui en disposent. Vous les avez mentionnés, notamment les pays qui en disposent tout autour de l'Ukraine. Accessoirement, ils arriveront plus vite, donc c'est mieux. Évidemment. Mais néanmoins, il y a quand même une difficulté, c'est que ça pourrait créer un précédent dans la livraison de matériel à pays tiers. Et là, on peut faire une comparaison avec la France. La France est très rétive à livrer du matériel à des pays dont on sait dont le matériel pourrait être utilisé sur d'autres conflits. Prenons l'exemple des canons César. Nous avons livré des canons César à l'Arabie Saoudite. Nous allons livrer des chars Leclerc et accessoirement des Rafales aux Émirats Arabes Unis. Et quelle ne fut pas notre surprise, j'exagère, je grossis le trait, de voir des Rafales être utilisés en Libye pour l'opération visant à déstabiliser le gouvernement d'accord national que nous soutenions il y a de cela 3 ans.
Et on se souvient de la polémique où une ONG avait mis en avant le fait que des canons César avaient été utilisés par l'Arabie Saoudite au Yémen. Oui. Donc c'est ce qu'on appelle la volonté, enfin c'est pas ce qu'on appelle, ça participe de la volonté d'être très vigilant que les armes que nous livrons à un pays ne soient pas utilisées. Les Allemands ont le même raisonnement. Les Allemands ont peur que, non pas pour l'Ukraine, où c'est parfaitement justifié, mais que ça crée un précédent et que d'autres pays utilisent un armement sur des conflits moins légitimes. J'ai compris. Dernière chose, les chars Abrams, chars américains. Les Américains disent non pour l'instant. Ils ont des raisons, enfin ce qu'ils disent, c'est un char très cher, la formation est extrêmement difficile, le moteur est très puissant, il faut savoir s'en servir, et ça consomme 11 litres de kérosène au kilomètre. Moi, j'ai vu, c'était des responsables américains qui ont déclaré ça. Ah, c'est assez cynique de leur part. Oui. C'est même assez péjoratif ou même assez. C'est très américain quand même. C'est très américain, mais je cherche à être le plus diplomatique possible. Oui, j'ai compris. C'est vraiment vis-à-vis de nous. Un mauvais argument, parce que ça consisterait à dire que les chars Abrams sont plus complexes que les nôtres, qu'ils sont meilleurs que les nôtres, alors que sur le terrain, c'est absolument pas vrai. Ils sont moins bons, ils sont plus lourds, moins maniables. Ils sont plus anciens, ils ont été conçus, l'Abrams M1, la version la plus ancienne, a été conçue dans les années 70. Le Challenger 3 britannique, que les Britanniques sont prêts à livrer, a été conçu dans les années 90. Le Charles Leclerc a été construit à peu près dans les années 90 aussi. Donc l'idée selon laquelle leur char serait le meilleur au monde, c'est une vue de l'esprit. Quel est le meilleur char au monde? Une parole magique. Le meilleur char, le plus opérationnel, le plus performant, vous pensez? Alors, évidemment, l'Abrams a des capacités que n'ont pas d'autres. Notamment dans sa capacité de brouillage, dans sa version améliorée. Les chars Maklava israéliens sont particulièrement bons. Mais pour l'instant, Benjamin Netanyahou a refusé catégoriquement de livrer ce type de matériel. Bien. Merci, Emmanuel Dupuis. Passionnant, évidemment, consultant dans le domaine défense, sécurité et armement, absolument passionnant. On pourrait vous écouter des heures. Bien, merci d'être venu nous voir dans tous les cas. Il est 12h27, c'est l'heure de retrouver André Berkoff.